C'est donc dans quelques instants, mais d'abord notre invité ce soir, Stéphane Bern. On se représentait tout à l'heure. Vous êtes devenu une sorte de monument familier aux Françaises et aux Français. Vous avez vécu, comme tout le monde, cette année tellement particulière. Comment est-ce qu'elle finit pour vous? Elle finit avec je fais en sorte que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant. Hein. Et donc j'ai un peu quitté la capitale, comme vous le savez. Je me suis un peu mis au vert, dans le Perche, parce que j'ai vécu les confinements en goûtant aux joies justement de la nature, d'être proche des animaux. Et surtout, à Paris, c'est très difficile, enfin, dans les grandes villes, de vivre les confinements. Et puis, j'ai pris du recul sur la vie, parce que j'ai vu, par exemple, que j'ai perdu des amis, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu aussi, je pense à mon père, par exemple, qui a perdu beaucoup de ses capacités cognitives pendant le confinement. Les personnes âgées ont beaucoup souffert de solitude. J'ai vu des gens qui avaient des maladies, de longues maladies, ne pas être soignés parce que les hôpitaux étaient engorgés. Donc tout ça vous fait réfléchir. C'est très frappant ce que vous dites, parce que souvent dans les débats, on oublie cette dimension-là. On sent tellement d'agitation, notamment politique. Et vous dites, vous ramenez à ça la maladie, la mort. Ça a été un face-à-face inédit pour vous. Oui, parce qu'on évacue toujours la mort. Hein. En plus, il y a eu des drames, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas pu assister aux derniers instants de leurs proches. C'est quelque chose. Stéphanie Bataille a raconté ça et j'étais bouleversé par son récit. Ça Donc a été oui, un des moments les plus saisissants. Les défunts qui se parlaient, enfin, avant de mourir, par oui, FaceTime bah avec oui, leur famille. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la chambre. c'est quelque chose d'horrible parce que c'est Hein. une part de notre humanité qui disparaît. Donc c'est pour ça que je pense que oui, ça m'a convaincu finalement qu'il fallait se protéger, protéger les autres, se faire vacciner et surtout que le pays puisse repartir d'un bon pied. Mais je pense qu'on en a encore pour quelques années. Moi, j'ai jamais pensé que ça allait durer juste le temps d'une vague ou deux. Je pense qu'on va vivre avec le virus pendant quelques années encore. Au regard de ce que vous dites, les sceptiques, les négligents, les procrastinateurs, ceux qui disent moi, le vaccin n'est pas pour moi, de quel œil vous les regardez? Vous savez, c'est ce qui me paraît toujours un peu étrange. Moi, je ne juge personne, Hum. j'aime les gens comme ils sont, et puis voilà, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ce sont les mêmes qui vont manger n'importe quoi dans un fast-food et qui ensuite disent: «Ah, mais on ne sait pas bien ce qu'il y a Hum. dans le vaccin». Mais pardon, mais avec toutes les saloperies que vous avez ingurgitées, peut-être poser la question. Et puis se dire aussi que s'ils ont un cancer, ils acceptent le protocole qu'on leur propose sans demander, sans réagir, sans demander: «Est-ce que vous êtes sûr que ça n'a pas des conséquences pour l'avenir?» Ben non, on a envie de se sauver, ben c'est un peu ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le vaccin, je l'ai accepté, j'ai pris les doses et puis voilà. Pour vous, le passionné d'histoire, quand on se rappelle des grandes pestes à Athènes, Mmh. où les choses se sont gâtées ensuite aussi politiquement, il y a un danger aussi de ce point de vue-là, moral, politique. Je ne sais pas si on peut appeler ça un danger. Ce qui se passe, c'est que toutes les grandes épidémies ont provoqué Hum. des bouleversements dans notre façon de vivre, mais des bouleversements politiques aussi. Oui, de grands changements, des grands mouvements, les grandes pestes, le choléra, ça a provoqué souvent dans l'histoire de grands mouvements de société. Mais on le voit, il y a un changement radical, le télétravail. Regardez, on a construit pendant des années des bureaux, je me suis battu avec les écolos, avec eux, dans leur rang, avec Julien Bayou sur l'île Seguin, on construit des bureaux. Et puis ensuite, ils vont être vides parce que les gens vont faire du télétravail. Donc, Parfois avec eux, parfois contre eux. On parlera des éoliennes dans un instant. oui, Un mot encore Antoine sur le, Wechter pense bien ouais. de ce point de vue-là. Un mot encore sur le Covid, les décisions vraiment qui se précisent aujourd'hui, Mm. c'est-à-dire on passe au pass vaccinal. Est-ce que vous l'acceptez de bon cœur? La contrainte, vous l'acceptez bien? Moi, j'accepte la contrainte. Je pense il ne faut pas qu'une minorité bloque une majorité de citoyens. C'est la majorité qui compte. Si les Français, dans leur immense majorité, sont favorables, eh bien, on doit y accéder. J'ai pas le sentiment, en tout cas, que mes libertés individuelles aient été menacées. Quand on parle de dictature, franchement, on a envie de payer un stage en Afghanistan à tous ceux qui créent la dictature, hein. Je crois qu'il y a des pays dans le monde où on vit moins libre et moins heureux qu'en France. Vous êtes ami d'Emmanuel Macron, ça ne vous a pas empêché de marquer votre indépendance. On parlait des éoliennes, on y reviendra, sur un certain nombre de points. Sur cet aspect-là, est-ce qu'il a bien géré le Covid?
Oui, je crois qu'il a fait ce qu'il fallait faire, en tout cas en homme responsable. À des moments où à un moment, j'ai cru qu'on était dirigé par des médecins, et puis à ce moment-là, il a montré la supériorité du politique. C'est au politique de prendre les responsabilités, de décider, et il a fait en sorte de nous sortir, en tout cas de traverser cette épreuve. Vous savez, alors je note avec humour, vous dites ami du président Macron, mais vous savez, c'est pas la première personne que j'appellerais à 3 heures du matin si j'avais vraiment besoin si je sentais que mon cœur allait lâcher, simplement. C'est pour le mot ami, si vous voulez. Oui, Ou si vous aviez un cadavre dans le placard, c'est voilà, pas... c'est pas lui à qui je demanderais de venir sauver, surtout pas. Mais j'ai connu tous les présidents depuis François Mitterrand. Pardon, ça vous vieillit, ça paraît incroyable. Mais oui, j'ai l'âge que j'ai. François Mitterrand. Et ensuite, Jack Lang a été le premier qui s'est occupé du patrimoine, d'ailleurs, et de façon remarquable, avec François Mitterrand. Un jeu, pardon, qui était le plus intelligent de tous? Ah, écoutez, j'étais fasciné par l'intelligence de François Mitterrand, mais qui est assez retors et pouvait être madré. Le magnétisme d'Emmanuel Macron me touche. Il vous séduit forcément, puis il est tactile. J'étais plus sensible à Bernadette Chirac qu'à Jacques Chirac, je vous l'avoue. J'étais plus proche d'Anémone Giscard d'Estaing que de Valéry Giscard d'Estaing, même si son intelligence était assez frappante. Dans la galerie des femmes de présidents, des premières dames, Dieu sait si elles ont compté. Elle comptera sans doute Brigitte Macron dans la campagne à venir. On a Yvonne de Gaulle, Bernadette Chirac, vous le disiez. Qu'est-ce qu'elle peut incarner, selon vous, Madame Macron, cette fois? Elle incarne... D'abord, elle porte les pièces jaunes. Enfin, je veux dire, elle porte les pièces... Elle a repris le relais de Bernadette Chirac, elle le fait formidablement bien. Il y a tout un pan de sa vie qu'on ne voit pas, alors que, je le rappelle, elle n'a pas été élue, elle se tient discrètement à distance, et pourtant, il faut bien répondre au courrier qui lui est adressé, c'est-à-dire 1000 lettres par semaine. Vous voyez, c'est ça l'ambiguïté de notre fonction présidentielle, c'est qu'on dit la première dame ou l'épouse n'a pas de rôle, et pourtant les gens lui écrivent. Donc il y a un rôle social. Elle s'occupe formidablement bien des hôpitaux de France, hôpitaux de Paris, mais également du harcèlement scolaire. C'est quelque chose qu'elle porte à bout de bras, de la réinsertion, de la deuxième chance. Il y a un certain nombre de domaines, et puis du patrimoine. Je peux vous dire que dans ma mission patrimoine qui m'a été confiée par le président de la République en 2017, et dont on agit depuis 2018 avec la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux, elle joue un rôle considérable. Elle a un œil, elle a un sens, elle aime le patrimoine et l'histoire. Évidemment, elle aime les artistes aussi. Dans l'histoire de ce couple, parce que chaque couple présidentiel marque à sa façon, il y a ces archives étonnantes. À Amiens, déjà, quand elle est professeur, lui, jeune, et qu'il fait du théâtre amateur, elle le dirige déjà, je crois que c'est une pièce de Tardieu. Et tout y est déjà un peu, le côté un peu théâtre d'Emmanuel Macron, elle qui joue un rôle si important. Ce couple-là, comment est-ce qu'il fonctionnera là? C'est un couple fusionnel. L'un ne peut pas se comprendre sans l'autre. C'est assez. Moi, je suis assez touché par ça, par ces couples fusionnels. Vous le verrez en parlant des Luxembourg, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont différents, mais qui se complètent. Ils ont besoin l'un de l'autre. Alors en même temps, chacun reste à sa place. Elle sait qu'elle n'a pas été élue, que c'est son mari qui a été élu. Mais elle donne son sentiment, elle donne son avis. Et je trouve que son avis est toujours très intéressant. Et surtout, si vous voulez, c'est toujours plus simple avec elle parce qu'il n'y a pas toute l'armada qui entoure le président de la République. Elle est en prise directe avec la société. Les gens lui parlent dans la rue quand elle promène Nemo. Donc les gens lui parlent. Et ensuite, elle peut dire au président ce que les Français pensent. On se tromperait en pensant que c'est du people, parce que ce sera visible tout à l'heure dans l'interview avec le président de la République. Il y a une dimension personnelle chez lui en particulier. Alors, si on ne l'aime pas, on dit c'est trop. C'est-à-dire c'est trop centralisé, une personne presque seule qui gouverne, qui se mêle de tout, peut-être davantage encore que les présidents précédents. On a l'impression que la logique de la Ve République est poussée à son comble. Est-ce que c'est malsain? Ou est-ce qu'au contraire, c'est bien que ça fonctionne comme ça, c'est la règle? Mais là, vous touchez du doigt ce qui a fait tout ce que j'ai raconté depuis 30 ans, au fond. C'est que notre République, la Ve République, est profondément monarchique.
Et que, à l'inverse, le Luxembourg ou d'autres monarchies, les monarchies autour de nous sont terriblement républicaines, où il y a peut-être un meilleur équilibre des pouvoirs. Là, il y a les deux ensemble. Il y a l'incarnation et il y a l'exercice réel du pouvoir. Oui, et on se demande à quoi sert le Premier ministre, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens n'écoutent que quand c'est le président de la République qui C'est le parle. collaborateur, comme disait l'autre. C'est le premier collaborateur. Donc, vous voyez, il y a cette ambiguïté. Alors, Est-ce que c'est malsain, ça, d'après vous? Non, ça correspond à notre tempérament. C'est qu'au fond, on a tué Louis XVI il y a 228 ans, je crois. Et dans le même temps, tous les 5 ans, on élit un roi à qui on aime couper la tête 5 ans plus tard. Ou pas. C'est à voir. Est-ce que ça n'est pas, vous êtes un peu luxembourgeois, vous n'êtes pas 100% Je suis franco-luxembourgeois, oui. Est-ce que c'est pas un côté, pardon, un peu primitif des Français d'être ou bien très courtisans ou bien très coupeurs de tête? Quand on voit, vous parlez des Anglais, où depuis des siècles, il y a peut-être un équilibre des pouvoirs un peu plus sophistiqué. Vous avez raison, Darius. Il y a une chose qui me frappe chez les Anglais, notamment ce sens de peut-être une civilisation plus approfondie, où on déteste les révolutions, les grands mouvements. Parce que révolution, c'est vous faites une évolution, mais ça finit, vous retournez là d'où vous êtes parti, si vous voulez. Et donc, ils ont plus le sens de la mesure. Chez nous, on a le sentiment que les mouvements se font toujours brusquement, par des mouvements violents, par la violence. Oui, il y a chez nous quelque chose d'assez violent. Alors on le voit dans cette campagne électorale. Et qu'on voit d'abord la violence verbale, extrême, ouais. Mais oui, c'est des choses comme ça. Et puis l'utilisation de l'histoire, l'utilisation de l'invective, enfin, c'est quelque chose d'assez La place de l'histoire aujourd'hui, chez Éric Zemmour, chez Emmanuel Macron dans un autre genre, oui. on voit à quel point, et ça c'est vraiment votre domaine par excellence, l'histoire est omniprésente. L'histoire est omniprésente, peut-être d'abord. Il y a une réponse très, très conjoncturelle. C'est que quand on a des doutes sur l'avenir, quand vous conduisez, que vous avez du mal à voir très loin quand il y a du brouillard, vous regardez dans le rétroviseur. Et donc en permanence, on se réfère au passé. Je le vois par exemple avec des phrases malheureuses. Anne Hidalgo, par exemple, qui compare le sort, le sort de la communauté musulmane aujourd'hui aux juifs des années 30. Alors il faut se méfier, parce que quand on commence ce genre de comparaison, si vous voulez, on prend toujours le risque d'être attaqué. Cette façon de l'histoire aussi de la regarder avec un anachronisme incroyable. Est-ce qu'il y a un courant réactionnaire? Beaucoup de ceux qui regardent vos émissions, pas tous, mais une partie se disent c'était mieux avant. Il y a ce côté-là. Moi, je ne suis pas du tout nostalgique. Je ne pense pas que c'était mieux avant. D'abord parce que quand vous allez chez le dentiste, vous vous dites heureusement qu'on en est là aujourd'hui. Et qu'on n'est pas au temps de Louis XIV. Les antibiotiques. Qui n'avait plus rien. Les antibiotiques, ça a sauvé quand même pas mal de monde, voyez-vous. Donc non, au contraire, je pense que les Français, vous voyez, ce qui me frappe, là où je pense qu'il y a un retour en arrière, c'est quand on a pu soigner la variole, par exemple. Louis XVI a été le premier à demander à ce qu'on injecte le vaccin sur ses enfants, ne sachant pas évidemment le sort qui leur serait réservé par les révolutionnaires plus tard. Mais donc c'était un signe d'une nation éclairée qui fait le pari de l'avenir. Et aujourd'hui, quand on voit la régression d'une certaine manière, mais il faut se méfier de manipuler l'histoire, parce qu'elle se retourne toujours contre vous. Il y a un domaine quand même où vous critiquez une forme de modernisme mal digéré, alors c'est la restauration de Notre-Dame de Paris. Ce sera un des grands événements de 2022. Alors vous avez eu des mots assassins, c'est une pétition, vous êtes un des signataires. Oui, j'ai signé, mais je vais vous dire, d'abord j'étais le premier à demander... C'est un sabotage qui est préparé un peu? Je ne dirais pas ça, parce que je crois que la commission qui s'est tenue juste après, c'était bien de les alerter. Maintenant, la commission s'est réunie et a ramené les choses à un peu plus de nuances. Ça, voilà. C'est l'effet Stéphane Bern. Non, c'est l'effet des signateurs. Il y avait Alain Finkielkraut, il y en avait d'autres. Mais vous avez dit c'est la niaiserie, le dispute au kitsch. On voulait diffuser des sortes de vidéos dans les Non, vous savez, du mapping, maintenant on fait ça. Mais quand vous allez à Notre-Dame de Paris, d'abord, vous voulez la revoir comme elle était avant l'incendie. Donc je me suis battu pour que la flèche soit refaite à l'identique, parce qu'elle a été classée comme telle, et la loi nous oblige à refaire dans le dernier état de classement, parce que sinon, moi, avec mon monument historique aussi, je vais m'amuser à faire des gestes architecturaux contemporains, et vous verrez que la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, va me mettre une amende. Mais ce que l'État n'a pas à s'affranchir des règles qu'il impose à tous. Et surtout, l'Église n'est qu'affectataire. C'est l'État qui est propriétaire. Donc,
faire disparaître les confessionnaux de Viollet-le-Duc, les vitraux de Viollet-le-Duc, mettre des bancs mouvants, des lumières, etc. Non mais écoutez, franchement, au bout d'un moment, l'Église a peut-être autre chose à faire. Avec l'argent des contribuables et des donateurs, on va restaurer Notre-Dame de Paris, le sanctuaire qui est le livre d'histoire de l'histoire de France. Peut-être un peu de modestie, un peu d'humilité. Surtout, je ne sais pas ce que le nouvel archevêque de Paris, puisqu'un autre doit être nommé par le pape François, va peut-être changer d'orientation. Il y a un autre domaine où, oui, vous pensez visiblement que c'était mieux avant, c'est Paris, la propreté de Paris. Alors, vous partez pour le Perche, vous vendez vos meubles. Ça a beaucoup frappé, ça. Oui, Vous avez eu des mots assassins sur Paris sale. Écoutez, la faute à qui? Non, la faute à nous aussi, à nous Parisiens. Tout le monde. C'est dégradé à ce point-là? Oui, c'est dégradé. J'écoutais des touristes. On a quelques rares touristes qui viennent encore à Paris et qui sont frappés par cette. Alors, il y a une part de responsabilité de la municipalité, une part de responsabilité des Français. Il y a une agressivité. Vous voyez, ces trottinettes qui sont jetées comme ça, comme des papiers gras sur les trottoirs. Vous avez cette agressivité entre les taxis, les voitures, les motos, les vélos. Et puis c'est l'anarchie la plus totale. Plus personne ne respecte les feux rouges. Et puis on change. Alors là où c'est la responsabilité, près de chez moi, il y a des rues alors qui sont toutes à contresens. Maintenant, on ne sait plus comment s'en sortir. C'est véritablement une impasse. Et puis la destruction des arbres, le square Jean 23 derrière Notre-Dame, le Saule pleureur. Enfin, je ne comprends pas qu'une municipalité qui a des écolos dans la majorité municipale détruise des arbres. Stéphane Bern, pour la végétalisation de la ville. Vous signez L'amour souverain, retour au Luxembourg. Pour beaucoup de Français, c'est presque, ça paraît, on ne sait pas très bien où c'est, presque le Luxembourg, alors que c'est là. C'est un petit royaume enchanté à nos frontières. Ça, alors, très beau livre sur une histoire d'amour, sur des souverains. Il y a un petit côté, voilà, c'est du Stéphane Bern pur sucre. Et c'est aussi vous-même, parce que vous n'avez pas une enfance toujours facile, mais le Luxembourg, c'était le paradis. Je pense que tous les enfants ont un royaume enchanté. C'est la maison des grands-parents, c'est là où ils se retrouvent pour cette période de Noël. C'était vos grands-parents? Moi, c'était chez mes grands-parents où la discipline se relâchait. J'avoue que chez mes parents, c'était plutôt une éducation à la prussienne dans les années 70. C'était plutôt 1870. Mais bon, j'ai aimé mes parents, ils m'ont aimé même malgré tout. Vous voyez. Une mère terrible, économe de son affection, qui ne s'épanchait pas. Oui, mais j'ai été élevé à la dure, dirons-nous. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, vous savez, ce qu'on se prend sur les réseaux sociaux, tout le reste, c'est rien à côté des gifs que j'ai pris. Ça vous a blindé? Oui, ça blinde. Ça veut pas dire... C'est un peu comme la peau d'un rhinocéros. C'est-à-dire, dur à l'extérieur, ça reste tendre à l'intérieur. C'est Chamfort qui dit « il faut que le cœur se brise ou se bronze ». Oui. C'est bronzé. C'est bronzé, mais ça reste tendre. Et le Luxembourg a été ma bouée de secours, de sauvetage, en fait, chez mes grands-parents. D'abord, il y avait la télévision, ce qui était une innovation, parce que je n'avais pas le droit, donc ça m'a donné envie de faire ce métier, une vocation peut-être. Et surtout, je trouvais formidable de vivre dans un pays où les choses étaient, chaque chose était à sa place et où il y avait un savoir-vivre ensemble. 50% de la population dans la capitale est étrangère, voyez-vous. Il n'y a jamais de problème, ni de racisme, ni d'antagonisme. Ça, c'est une partie de vous, pardon, la rage identitaire d'aujourd'hui, c'est noir, blanc, le grand retour des... Ça, c'est une chose vraiment... C'est quelque chose qui me rend les catégories dingue. homosexuels, hétérosexuels. Vous avez dit à quel point toute cette considération, cette fureur identitaire vous choque. Oui, ça me choque parce que je ne veux pas être réduit à une identité que d'autres, une étiquette que d'autres vous collent à la peau. Alors, je sais que tout le monde veut revendiquer on est gay, on est LGBT, etc. Moi, je me bats pour les droits. Je me suis battu pour le mariage pour tous, mais ça ne veut pas dire de m'obliger à le faire, si vous voulez. Je ne veux pas me réduire à cela. S'il y a de l'antisémitisme, je me bats contre l'antisémitisme ou contre le racisme anti-musulman. Dans le camp, pardon, des nationalistes, c'est-à-dire d'Éric Zemmour, pas seulement. Il en est une des émanations. Est-ce que c'est dangereux pour vous? Ce qui est dangereux, c'est que l'idée est bonne. L'idée, là où il a raison, c'est qu'il faut restaurer les valeurs républicaines. C'est ce qui nous réunit doit être plus fort que ce qui nous divise. Mais vous comprenez, si chacun maintenant vit dans sa communauté comme des petits ghettos comme ça, alors les gays ensemble, les musulmans ensemble, les catholiques, et personne, il n'y a pas de perméabilité entre toutes les communautés. Moi, je me sens franco-luxembourgeois, mais en France, je me sens français.
français et agnostique. Enfin, après, le reste, ça me regarde. Si vous voulez, je ne dis pas pour qui je vote, je ne dis pas pour qui je prie, si je prie, je ne dis pas avec qui, quels sont mes goûts. Si on me le demande vraiment directement, je peux dire la vérité parce que je ne sais pas mentir, mais pour le reste, ça ne regarde personne. Stéphane Bern, merci beaucoup. C'est votre livre « Un amour souverain ». Le rêve toujours des grandes dynasties et puis la très belle histoire du Luxembourg. Oui, je le très belle histoire recommande. d'amour du grand-duc et de la grande-duchesse qui se battent depuis 40 ans pour sauver Allez. et pour défendre des valeurs qui me sont chères. Vive l'amour. Merci beaucoup Merci. Stéphane Bern d'avoir été Merci notre invité. Et puis maintenant, la version longue de l'entretien avec Emmanuel Macron, le président de la République, qui répondait à nos questions avec Audrey Crespo-Mara, la politique étrangère, la politique française, les réformes à venir peut-être. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Le Gaulois, réfractaire au changement. Ça fait 30 ans que la colère monte, et là, Macron, c'est l'apothéose. Tenez, bon, la France a besoin de réformes. Ma France, c'est Joséphine. Make our planet great again. Quoi qu'il en coûte. Je suis contre le pass sanitaire, c'est ça la liberté. Faire des républicains, c'était le combat de Samuel Paty. S'il n'entend pas la colère de la rue, il va droit dans le mur, ce président. Ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici à l'Élysée. À mes côtés, Darius Rochebain de LCI. Bonsoir Darius. Bonsoir Audrey, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président, ce soir, nous allons vous poser une question centrale. Où va la France? Où va la France à l'heure où une 5e vague frappe le pays? Où va la France à l'heure où insécurité et immigration nourrissent les débats? Où va la France à l'heure où les Français s'interrogent sur leur pouvoir d'achat? Nous verrons aussi la façon dont les Français ont vécu votre présidence qui approche de son terme avec ses épreuves, ses succès, ses échecs, ses 2 grandes crises, les Gilets jaunes et le Covid. En 5 ans, la France a-t-elle changé? Êtes-vous le réformateur que vous aviez rêvé d'être? Et puis alors que la campagne présidentielle s'est engagée, quel est votre état d'esprit? Mais d'abord, pourquoi accepter ce soir cette épreuve de vérité face aux Français? Bonsoir. D'abord parce que je pense que c'est utile et que dans ce moment où l'année tourne sur ses gonds, il est bon de voir où notre pays se trouve. En effet, comme vous l'avez dit, face à cette épidémie qui nous touche depuis bientôt 2 ans, et plus largement d'essayer de récapituler un peu le chemin fait et ce vers quoi notre pays, notre Europe vont. Parce que si on perd le fil, parfois, peut-être se laisse-t-on perdre dans des débats qui sont moins importants que d'autres. Donc je pense que c'est un exercice utile. Voilà. Monsieur le Président, prenons l'engagement. Audrey et moi, évidemment, nous serons d'une objectivité de fer. En retour, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on vous pose toutes les questions sur tous les sujets? Vous êtes journaliste libre, nous sommes une démocratie et fiers de l'être, donc bien évidemment, oui. Un regard d'abord sur ces 5 ans écoulés. Vous avez esquissé un sourire tout à l'heure en vous regardant vous-même le soir de la victoire en 2017 quand vous dites « ce ne sera pas tous les jours facile ». Oui. À l'heure du bilan, est-ce que ça n'a pas été encore plus dur? J'avais sans doute raison. C'est sûr. Non, mais ça n'a pas été facile pour nous tous.